Alors, bonjour et bienvenue à cette dernière session d'une série de 3 sur le nouveau curriculum en français, langue première et littérature. Aujourd'hui, on va aborder le dernier domaine de langue qui est les productions de texte. Alors, toujours moi, Élise, qui est là pour vous accompagner aujourd'hui. Voilà. Alors, pour commencer, je vous ai mis, juste pour, c'est encore les curriculums numérotés qu'on a divisés en domaines de langue et en outils. Oh, juste pour commencer, combien d'idées organisatrices avons-nous dans le nouveau programme d'études? Est-ce qu'on s'en souvient? Oh, 9. Annie, oui, bravo, bravo, bravo. Hein, vous savez, là, vous en souvenez depuis la dernière fois. Alors, on a nos 9 idées organisatrices. Aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur, évidemment, la production de texte qui fait partie de nos domaines de langue. Pour ce qui est des outils de langue, on va revisiter un peu l'organisation de texte parce que souvent, il y a des questions à savoir qu'est-ce que j'enseigne en écriture, qu'est-ce que j'enseigne en lecture, mais on doit toutes les enseigner et on va parler un petit peu plus en détail de comment on va s'y prendre. On va parler aussi du vocabulaire qui est central dans l'écriture aussi, la phonographie, tout ce qui est correspondance graphème-phonème. Je sais qu'on en a parlé un petit peu en lecture la dernière fois, mais là, on va y aller plus au niveau, là, comment on le met à l'écrit. Et finalement, on va parler de la grammaire, cette fameuse grammaire qui fait partie intégrante du programme d'études. Et surtout pour en troisième année, ça devient un petit peu plus, je dirais, ça va un petit peu plus en profondeur. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse une petite activité. Au lieu de faire un Kahoot, j'ai décidé qu'on va faire quelque chose je vais vous faire travailler un petit peu c'est quoi, mercredi glacial? Je vous demande de prendre une feuille de papier, OK? Peu importe, là, pas besoin d'être belle, et de dessiner le contour d'un cerveau. OK? Ça n'a pas besoin d'être de l'art, là. Moi, j'ai enseigné la maternelle longtemps et mes élèves riaient de mes qualités d'artiste, alors j'ai aucun jugement. Alors, juste le contour d'un cerveau. Une fois que c'est fait, j'aimerais qu'à l'intérieur de votre cerveau, vous choisissiez 10 lettres de l'alphabet. Je suis vraiment généreuse aujourd'hui, je vous donne 10 lettres. Peut-être faites-moi un pouce en l'air quand vous avez terminé pour que je puisse avoir une idée. OK. Là, je vais vous demander encore une fois d'écrire à l'intérieur de votre cerveau 5 mots fréquents. Des mots là, usuels qu'on utilise comme dans, je vois les mots que vous enseignez peut-être là à votre niveau. 5. OK, c'est fait ou je vous donne une petite minute encore? Fait? OK. Maintenant, à côté de votre cerveau, j'aimerais que vous dessiniez votre animal préféré. Encore là, il y a, je verrai pas le résultat final de votre animal. Vous pouvez le faire en bonhomme en allumette, c'est correct. OK. Une fois que vous avez dessiné votre petit animal ou votre gros animal, c'est selon, je vous demande d'utiliser seulement les mots fréquents et les lettres que vous avez mis dans votre cerveau. Vous pouvez réutiliser les lettres, mais vous ne pouvez pas prendre, par exemple, un mot fréquent et prendre ces lettres-là. Donc, si vous prenez le mot fréquent, vous devez l'utiliser dans son entier, alors que vos lettres, vous pouvez les réutiliser plusieurs fois.
Et en utilisant ça, j'aimerais que vous décriviez votre animal préféré avec ce que vous avez dans le cerveau. Pas votre propre cerveau, là, mais le cerveau que vous avez dessiné. Et encore une fois, quand vous avez terminé, juste peut-être montrez-moi, faites un... Ou je vois des têtes qui hochent comme oh, c'est compliqué. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager ce que vous avez écrit? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à prendre un risque et à... Oui, vas-y, Annie. Je peux même pas écrire un mot. Je peux même pas écrire Ah! mon petit chat, ça ne fonctionne pas avec les lettres que j'ai ou avec mes mots outils, en fait. Fait que mes mots fréquents, c'était des mots outils, puis non, ça ne fonctionne pas du tout. Ah, et quelle lettre que tu avais choisie? Ben, celui que j'aurais pu être le plus proche, c'est doux, mais il me manquait un X. J'aurais pu faire D ou U, mais il me manque le X. Sinon, j'ai OK, T, D, I, N, D, B. OK, C'est OK. c'est ça. Intéressant. Est-ce qu'il y a... Oui, c'est pas facile. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient partager? Oui, Véronique? Et après, José. Hop, t'es en sourdine, Véronique? Oui, je disais, je vais le faire. Bon, j'espère que j'ai compris la consigne de l'activité. J'ai les 10 premières lettres de l'alphabet et l'oiseau que j'ai choisi, c'est un cygne, le grand animal, le grand oiseau là blanc. Est-ce que tu as été capable d'utiliser, c'était les 10 premières lettres de l'alphabet? Comment tu as écrit ton mot signe? Bon, j'ai pris le C qui est là, le G, mais Y n'est pas là. Ah, Le N n'est pas là, mais le E est là. Alors, je ne sais pas, mais j'ai écrit signe. D'habitude, ça s'écrit C-Y-G-N-E, mais je l'ai mhm. écrit signe parce que j'ai euh, le C, je le I, je le E, mais je n'ai pas le N. Ah, OK, il te manquait des morceaux. Oui. OK, parfait. José, toi, qu'est-ce que tu as écrit? Est-ce que c'est... Oui. Ah, ouais. Moi, j'ai écrit voici chi. Voici Chi. Pas chien. Oh, oh, OK, c'est intéressant. Toi aussi, il te manquait des morceaux. OK. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'on essaie d'établir ici, là, que j'essayais de vous faire vivre en faisant cette activité-là? Est-ce que ça ressemble? Oui, Annie. Ah, Annie, oui. Ben, en fait, c'est pour nous montrer que c'est pareil comme les élèves. Quand ils sont en apprentissage, ils n'ont pas nécessairement tous les morceaux pour commencer quelque chose. Il faut y aller par petites bouchées. Exactement. Donc, puis on va parler, quand on va parler tantôt de l'orthographe, tu sais, comme Véronique, tu parlais du mot signe, bien, on ne s'attendra pas probablement qu'un élève de deuxième année ou première année va écrire le mot signe avec un Y. Parce que c'est pas un mot qui est très fréquent, à moins que ce soit vraiment comme toi, ton animal préféré, que tu as lu des livres là-dessus, que tu as des connaissances antérieures là-dessus, ça va marcher. Mais on va accepter que ça va être CSI probablement à ce niveau-là. OK? On va l'accepter parce que ça va être une orthographe approchée. Donc, c'est pour faire comprendre un peu que nos élèves, des fois, non seulement pour l'orthographe, mais aussi, on leur demande d'écrire des phrases complètes. Et si j'ai, comme José, toi, tu avais voici. Mais si j'ai voici, j'ai juste ça que j'ai intégré, que j'ai maîtrisé,
et que je vous demande d'écrire des phrases, bien, probablement que vous allez écrire « Voici le chien, voici le chat, voici… » Donc, on va avoir des structures très, très répétitives parce qu'on n'a pas développé ce lexique-là. Donc, c'est juste pour vous mettre à la place de nos élèves quand on parle d'écriture, puis qu'il faut vraiment morceler la tâche pour les aider. Donc, comme vous savez, dans les deux sessions précédentes, on a parlé énormément du rôle de l'oral. Il est encore hyper pertinent. Donc, ici, c'est une citation qui vient de Snow, de sa recherche, et c'est « L'oral demeure non seulement lié à l'écrit, mais les connaissances orales peuvent être très souvent définies comme préalables aux connaissances écrites, non seulement en lecture, mais aussi en écriture. » Et le livre dans lequel j'ai tiré cette citation-là, c'est « L'apprentissage de la lecture et de l'écriture », puis je vous l'ai mis plus tard ici, en lien, parce que c'est un livre qui est, c'est toutes des micro-tâches. Je vous le suggère fortement. Si vous êtes dans des conseils scolaires, vous avez accès à ça. Il y a plein de belles petites activités. C'est Daniel Daigle et Réaume, je ne me souviens plus de son nom. Vraiment, ils ont plein de livres qui sont vraiment pertinents. Alors, on va juste parler un peu avant de rentrer dans le programme d'études. Comme la lecture, l'écriture, c'est quand même assez complexe. Alors, on a plusieurs aspects de la lecture. Ce qu'on sait au niveau cognitif, c'est que le concept de représentation mentale il est super important. Avant qu'on soit capable d'utiliser même la parole, on développe des idées, des images, une scène dans notre tête. Là, une fois qu'on a le langage, on va être capable de l'exprimer autrement que par des images mentales. Mais on va l'utiliser le langage oral, ensuite peut-être à l'écrit. Ce qu'on remarque souvent chez nos élèves, puis surtout si vous voyez vos élèves plus 2e, 3e année, on va leur demander de faire une tâche d'écriture et on va voir qu'au moment qu'on va leur demander de générer des idées, ça bloque. Et là, ils sont totalement désengagés. Est-ce que vous voyez ça dans vos classes? Souvent, les élèves, là, c'est comme ça devient une tâche très, très énorme. Donc, c'est un lien avec cette représentation-là mentale, avec la créativité et avec le jeu. Nos élèves, on doit les aider à créer des images, à créer des représentations mentales. Et une des façons de faire pour nos jeunes élèves, c'est par le jeu. C'est super important. Le jeu de rôle est hyper important. Je sais que je suis biaisée, j'ai une formation en thérapie par le jeu, mais c'est super, super important. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas capable de prendre mes petites figurines et de créer une histoire avec ça, puis là, je vais leur demander, parce qu'on commence souvent par les textes narratifs, de me créer une histoire avec ça, bien, ça va être difficile de transposer. Je ne suis pas capable de le faire moi-même, de me le structurer moi-même dans ma tête. Je ne serais pas capable de non seulement te le dire, puis en plus, je ne serais même pas capable de l'écrire, parce que là, on est rendu dans une plus grande complexité. Je vous invite à observer le jeu de vos élèves, de laisser jouer, de regarder. Comment est leur jeu? Est-ce qu'il est répétitif? On voit souvent des élèves qui vont avoir le même type de jeu. C'est toujours, je ne sais pas moi, ils sont obsédés par un certain jeu vidéo, puis là, ça va toujours être la même affaire qui se répète. Donc, ça, ces élèves-là, ça nous dit qu'il va falloir étirer un petit peu leur créativité puis leur donner peut-être d'autres opportunités de développer d'autres types de jeux ou d'autres types de jeux de rôle. Est-ce que c'est un jeu qui est très limité ou qui est plus étendu, qui change dans le temps? Est-ce que c'est un jeu qui imite? Est-ce que j'ai un élève qui est toujours à la remorque de quelqu'un d'autre? C'est jamais lui qui est en charge de créer un jeu. Ça, là, passer du temps, là, ne serait-ce que 15 minutes par jour, puis observer vos élèves jouer, là, vous avez une évaluation formative juste là. Prenez des notes. Et là, vous allez voir comment ça va les aider avec l'écriture aussi. Donc, ça, c'est une chose une chose que je vous invite à faire. L'autre point important, on a parlé la dernière fois de la lecture. On le sait que selon ce modèle-là ici que Berthiaume et Daigle nous proposent, la lecture et l'écriture sont liées ensemble parce qu'on a les mêmes connaissances et les mêmes procédures qu'on va utiliser. Donc, ce que vous faites en lecture, il doit être réinvesti en écriture. Okay? On n'enseigne pas ça en silo, on le fait ensemble.
donc pour aider nos élèves à faire les liens. Le dernier aspect auquel je veux porter votre attention, c'est toute la capacité graphomotrice, surtout maternelle à la 3e année. Nos élèves sont en train d'apprendre à écrire. Alors, on le sait que si nos élèves n'ont pas des bonnes habiletés graphomotrices, une bonne préhension, n'ont pas capable d'écrire, d'une bonne formation de lettres, ils vont avoir de la difficulté à écrire des textes, évidemment. Parce que l'effort mental qui vont leur être demandé juste à tenir le crayon et à écrire, là, on leur demande en plus de suivre une ligne, ça va être trop. Donc, c'est super important de travailler là-dessus. OK. Maintenant, on va aller voir dans le programme d'études tous les aspects de la production de texte. On a 4 sous-rangées ou 5 selon, là, parce que 3e année, vous en avez une de plus. On a le processus de production. On a la présentation. On veut que nos élèves soient capables de présenter le produit fini. Les effets, c'est seulement à partir de la 3e année. Okay? Ça, on va parler plus de la rime à l'écrit. La recherche d'informations, surtout quand on arrive avec les textes de type courant, où on doit aller chercher de l'information. Et je vous parlais des habiletés de graphomotrice, c'est ici, fluidité en écriture. Donc maintenant, elle fait partie intégrante du programme d'études. Si on regarde plus spécifiquement au niveau de la production de texte dans la sous-rangée du processus de production, on le sait que pour en arriver à être un bon auteur ou à écrire, le processus, ça va prendre des années. Donc, ça doit être échafaudé. On n'arrive pas à la fin de la 3e année, là, on est un auteur, on est capable d'écrire. On sait que ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. On va regarder ici les résultats d'apprentissage. Si on regarde en maternelle, on regarde, ça dit, les enfants représentent leurs idées de différentes façons et en font part aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire, différentes façons, la maternelle? Voilà. Ici, dans mes connaissances, qu'est-ce que ça me dit? C'est par le dessin, par les symboles. On le sait que le dessin peut être comme un préalable à l'écriture pour raconter une histoire ou pour exprimer à l'écrit mes pensées, mes idées. Okay? Donc, c'est le premier médium pour écrire un texte. On ne passe pas par-dessus ça. Même si on a des élèves peut-être plus faibles en 1e, 2e année, peut-être que c'est une opportunité qu'on va leur donner de différenciation, de représenter leur texte sous forme de dessin, s'ils n'ont pas encore développé tout le concept d'écriture que c'est plus difficile pour eux. Deuxième résultat d'apprentissage en 1e année, c'est les élèves produisent et présentent des textes en s'initiant au processus de production de texte. Là, on parle vraiment, là, on utilise le mot texte. Avant, on parlait d'idées. Là, on parle de texte. Et on s'initie. Okay? Ça veut dire on commence. 2e année, là, on va un petit peu plus loin. On produit et présente des textes littéraires et courants. Là, on spécifie quel type de texte qu'on veut que nos élèves fassent. Et là, 3e année, jackpot, là, on fait les textes littéraires courants dans lesquels on parle de leur potentiel créatif de la langue française qui sont mis en valeur en utilisant le processus de production de texte. Donc, vous voyez comment on l'a étoffé. On l'a morcelé, on l'a étoffé. Je veux juste porter votre attention ici. Le genre de modèle qu'on a utilisé, c'est un modèle qu'on utilise avec des années. C'est le modèle de 3 ensembles, c'est-à-dire planification, rédaction et correction. Et là, ici, on a ajouté aussi la publication. Ce qu'on sait, ce que la recherche nous dit, c'est que nos jeunes apprenants, le plus facile pour eux, c'est la rédaction. C'est très difficile pour les jeunes apprenants de faire la planification et la correction. Je dirais que c'est là qu'il faut les accompagner le plus. Okay? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est inné, même si on en parle ici. En 1e année, on va explorer des façons de planifier la production de texte. Vous voyez, donc explorer, on ne s'attendra pas à ce que les élèves vont le faire nécessairement de façon autonome. Okay? Puis ça, on le sait que c'est difficile pour eux autres. Rendu en 2e année, on va planifier l'organisation des idées, mais moi, je vous suggère de le faire encore avec vos élèves. Beaucoup, beaucoup de modelage, modélisation. En 3e année, là, on est plus spécifique.
on va le faire, mais on va utiliser un outil pour le faire. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas ça en première, deuxième année, d'utiliser des organisateurs graphiques, mais peut-être que c'est moi, comme enseignant, qui va les utiliser, qui va les modéliser, puis rendu en troisième année, bien, les élèves vont être capables de le faire. L'autre chose ici, c'est la cohérence textuelle. Ce qu'on sait que la recherche nous dit, elle est plus rapidement développée au niveau de la phrase que du texte. Donc, quand on va évaluer plus tard les productions de texte, au niveau là, maternelle à troisième année, c'est vraiment plus au niveau de la cohérence de la phrase qu'on va mettre notre emphase qu'au niveau que du texte complet. Si on regarde là, au niveau développemental, parce que c'est ça qui va être plus facile pour nos élèves à faire. Donc, ici, vous voyez en première année, écrire quelques phrases qui représentent des idées. Et en deuxième année, c'est rédiger des textes littéraires au courant dans des idées sont reliés au sujet. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire une page et demie, là, rendu en deuxième année. Le plus important, c'est qu'il y a une cohérence. Puis si ça veut dire que mon élève a ma cohérence en 4 ou 5 phrases, c'est mieux que d'écrire un texte qui se répète. Il n'y a pas plus de cohérence là-dedans. Okay? Ce n'est pas la longueur qui va déterminer la qualité. J'ai une petite question pour vous. Là, c'est mon petit moment de question là, de Kahoot. C'est où est-ce qu'on voit la phrase? Outre que dans la production de texte, vous vous souvenez, on avait parlé de ça. C'est où est-ce qu'on le voit? Dans quelle idée organisatrice qu'on a parlé de la phrase? Il y en a 2. Est-ce que vous en souvenez? La grammaire. La grammaire, excellent. Je vais cliquer là-dessus, je vais vous le montrer. Oui, la grammaire, parce qu'on a la grammaire de la phrase. OK, bravo. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, José. La phonographie, là, La conscience phonologique, bravo. Alors, vous voyez comment que je fais conscience phonologique orale ou écrit? orale. Orale. Ah, orale à l'écrit. Vous voyez, elle est partout. Donc, il y a plein de petits liens comme ça dans le programme d'études. Donc, c'est ça que quand vous allez travailler la phrase à l'écrit, en même temps, vous travaillez tout ça, là. OK? Fait que vous n'avez pas besoin de faire nécessairement juste un checklist, puis oh, je l'ai-tu fait? Vous pouvez le faire ensemble. OK? Donc, vous voyez ici, on a repéré la phrase et l'ordre de la phrase. On a encore la phrase, les groupes de mots. Bon, OK. Excusez-moi, c'est parce que on l'avait vu, là, on va passer rapidement. OK. Maintenant, deuxième sous-rangée, c'est la présentation. Encore là, c'est lié à l'oral. Vous allez voir ici spécifiquement, je trouve que en deuxième année, au niveau des connaissances, ça nous l'explique mieux. La présentation peut prendre la forme d'une présentation orale ou de l'affichage d'un texte. Okay? Si j'ai écrit un texte, je n'ai pas nécessairement besoin juste de le remettre à l'enseignant d'une manière écrite. Je peux aussi en faire à travailler l'oral en même temps. Okay? Donc, elle est là. Vous voyez ici, en maternelle, c'est un petit peu moins défini. Dans mes habiletés procédures, ça dit présenter son texte aux autres. Et puis même si on regarde au niveau de la connaissance, ce n'est pas aussi clair qu'ici, on va le dire plus à l'oral, mais on s'entend qu'à la maternelle, là, que notre élève va le faire plus à l'oral. La même chose ici, ce qui est intéressant, en première année, là, on ajoute. Avant, on fait juste présenter son texte. Maintenant, on utilise le terme auteur. Mon élève, en première année, on le considère qu'il devient un auteur. La même chose ici, ici, par exemple, en deuxième année, on va un petit peu plus loin. On ne fait pas que le présenter, on va discuter de comment on va le présenter. On va plus loin. Et en troisième année, on va le faire de différentes façons. On va demander à nos élèves de le faire de différentes façons. Je veux aussi montrer, pour la présentation maternelle, ils doivent écrire son prénom sur son texte. Okay? Ça ne nous empêche pas d'enseigner leur nom de famille, là, mais vous n'avez pas besoin de l'évaluer. Okay? Tandis qu'en première année, son nom et prénom. Son nom de famille et son prénom doivent être inscrits sur leur texte.
Je sais qu'à partir de deuxième, troisième année, ils écrivent leur nom tout le temps sur leur texte. Il n'y a aucun problème là-dedans. Vous n'avez pas besoin de réviser. Alors, je fais des faces là, parce que je sais que souvent, on n'a pas ça. Mais quand même, là, c'est deux choses qu'on doit évaluer rendu en première maternelle et première année. Maintenant, on a les effets. Comme je vous avais dit la dernière fois, quand c'est seulement en troisième année, parce qu'on va parler de la rime. Donc, c'est s'exercer à utiliser la rime dans la production de texte. Avant ça, la rime se retrouvait dans quelle partie de notre programme d'études? Est-ce qu'on s'en souvient? Quelle? Mais spécifiquement. Oui, c'est quelque chose qui est à l'oral. Oui, José? Conscience phonologique. Oui, conscience phonologique. OK? Donc, si mes élèves de troisième année ont encore de la misère avec ma rime, je vais retourner voir mes choses en conscience phonologique au niveau de la rime. OK? Donc, ici, c'est là que je vais le faire. S'il y a un lien aussi avec les textes, avec mon organisation de texte. OK? Je vais vous montrer ici. En troisième année, mon type de texte, vous connaissez ce document-là. Troisième année, on a les textes poétiques. Je pourrais-tu le faire avec ça? Donc, peut-être que quand on se pose la question, quel texte que je vais enseigner à l'écrit, peut-être que le poème, dans les types de troisième année, là, mon poème, mon texte poétique va être soit la charade, la devinette, l'acrostiche ou la chanson. Peut-être que c'est ça que je vais faire. Je vais utiliser comme texte à l'écrit. Je vais le faire aussi à l'oral. Mais peut-être je vais demander à mes élèves d'écrire un acrostiche ou on va créer une chanson ensemble avec des rimes ou on va créer une devinette avec des rimes. Vous voyez, donc on peut marier les deux ensemble. Est-ce que ça fait du sens? Le reste, ce qui arrive, c'est que dans l'organisation de texte, ce n'est pas clair. Et la raison étant, j'ai parlé avec quelqu'un qui travaille au gouvernement, la raison étant, c'est qu'on veut laisser à la discrétion de l'enseignant qu'est-ce qu'il va enseigner en lecture et en écriture. Mais il y a des choses qu'on doit faire, comme on va parler, là, un mini-roman, je ne ferai pas écrire mon élève de troisième année un mini-roman. Je vais le faire à la lecture seulement. Mais il y a peut-être des parties que je peux faire à l'écriture par rapport à ça. Maintenant, ce qui a trait avec la recherche d'informations, ça, c'est une autre chose. Ce qui est intéressant, en maternelle, on va utiliser les 5 sens pour recueillir de l'information. Ça, c'est en lien avec mon programme de sciences. Ça va ensemble. OK? Donc, vous pouvez faire ça en même temps. Alors qu'en première année, là, on va reconnaître des sources possibles d'informations. Mais si je regarde, c'est quoi? Quelles sont mes sources? C'est pas aussi clair que quand on arrive en deuxième année. Vous voyez, là, mes sources sont beaucoup plus détaillées au niveau des connaissances. Ça peut être des individus, ça peut être des textes des Premières Nations, ça peut être des textes numériques, non numériques. Alors qu'avant, ça ne l'est pas, mais ça ne veut pas dire que je n'utiliserai pas ce type de texte-là. Mais je vais peut-être exposer mes élèves à ça. Ici, en deuxième année, on va consulter au moins une source d'information et noter l'information recueillie. Donc, ça peut aller très bien avec tout ce qui a trait à mon texte courant. Okay? Vous vous souvenez, là, à partir de deuxième année, on commence à faire courant littéraire. Donc, ça peut aller très bien avec ça. Alors qu'en troisième année, là, je n'en fais pas juste une source d'information. Je dois consulter des sources d'information, donc au moins 2. Et vous voyez ici, là, vous avez encore au niveau des connaissances, vous allez voir tout le type de sources d'information qu'on vous suggère. Ici, en orange, on voit le lien vraiment à l'oral. Poser des questions pour obtenir de l'information, discuter de différentes sources d'information dans son milieu. Okay? Vous voyez, là, je fais mon lien avec l'oral. La même chose ici en deuxième année. Je ne sais pas pourquoi en première année, ils ont sauté, ils ne l'ont pas fait, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas non plus en première année. Mais en deuxième année, on fait poser des questions reliées à un sujet d'intérêt particulier.
Donc, quand on fait, par exemple, peut-être qu'on va travailler le texte un texte courant. Si je regarde ici, c'est quoi en deuxième année, mon texte courant? Ben, ça peut être les règles, ben, c'est un sujet d'intérêt. Peut-être moi, je joue au curling, par exemple. Ben, peut-être que je vais expliquer les règles du curling parce que c'est un sujet d'intérêt. Où est-ce que je vais aller chercher mon information? Okay? Donc, on peut le mettre ensemble avec certains de ces types de textes-là. Et là, quand on arrive en troisième année, là, on ajoute encore plus, on pose des questions pertinentes par rapport au sujet choisi pour orienter sa recherche d'information. Okay? Donc, là, je dois être capable d'avoir des questions beaucoup plus pointues. OK? Ça va? Des questions ou? On va finalement la dernière partie de notre domaine de langue, la production écrite, la fluidité en écriture. Okay? Ça, là, ça, c'est mon dada. C'est super important. On va regarder ici en maternelle, on spécifie au niveau des connaissances et aussi des habiletés et procédures. L'écriture script sert à transcrire des lettres et des mots. Script. Oh, troisième année, qu'est-ce qu'on voit? L'écriture cursive. Okay? Donc, si j'enseigne en troisième année, je dois faire les deux, cursive et là, c'est nouveau, là, qui est vrai, cette année qu'on doit le faire. Si on regarde les habiletés procédures, au niveau de la formation des lettres, on doit être capable de reproduire des lettres majuscules et minuscules en écriture script. Okay? Donc, tout l'alphabet, je dois être capable de le faire. Et je dois tenir compte de l'orientation de l'écrit. Ah, ça va avec ma connaissance de gauche à droite, qui est aussi une connaissance spatiale, un concept spatial hyper important en mathématiques. OK, on le met ensemble. Parce que gauche-droite, nos élèves doivent connaître ça en haut, en bas. Puis encore là, l'autre chose, entre, tous ces mots-là, je sais que j'en ai parlé avant, mais je vais vous le redire. Quand on va parler de régularité orthographique, on va parler de règles spécifiques, nos élèves doivent connaître ça. C'est quoi entre? Mon S entre deux voyelles fait le son Z. Okay? Il faut qu'ils sachent c'est quoi le mot entre. Sinon, ils n'auront aucune idée de ce dont on parle. Au niveau de la première année, encore là, on va former les lettres majuscules et minuscules. Voyez-vous, ici, on a utilisé le mot reproduire. Donc, on ne s'attend pas nécessairement à ce que ça soit parfait. Mais ici, on veut qu'ils écrivent avec une plus grande fluidité et respecter l'espace entre les lettres d'un mot et entre les mots d'une phrase. L'espace, ça, là, souvent, nos élèves qui ont la difficulté, puis tout est en moton, parce qu'ils n'ont pas le concept de la phrase. Puis je leur dis, OK, Annie, tu vas mets-moi un espace entre tes mots. Si je ne sais pas c'est quoi un mot, où est-ce que je vais mettre mon espace? Je vais la mettre n'importe où. Donc, ça va, ça aussi, avec. Où est-ce qu'on a vu la phrase encore? Puis les mots? Hein? Conscience phonologique, grammaire de la phrase. OK? Vous voyez, tout est dans tout. Ça revient. Vous allez peut-être comprendre. À la fin, là, si vous avez retenu ça, que c'est tout un morceau de casse-tête qui tout s'emboîte un dans l'autre, là, vous avez bien compris. Alors ici, quand on arrive en deuxième année, former avec fluidité les lettres et les mots. La fluidité, ça veut dire que là, il faut que j'ai une bonne préhension, que je sois capable de bien former mes lettres, que je les ai bien maîtrisées et écrire en respectant la ligne et la marge. Est-ce que ça veut dire que, Annie, je te vois rire, c'est peut-être, c'est pas facile, OK? Mais on doit enseigner. Ça, c'est à la fin de l'année, là. On s'entend là, qu'on ne fait pas ça au mois de septembre, là. Donc, on a du temps pour travailler là-dessus. Et ça ne veut pas nécessairement dire que pour ceux et celles qui enseignent en première année, ils ne commenceront pas à faire ces habiletés-là parce que nos élèves qui sont prêts, là, on va le faire. Mais qu'on va évaluer, c'est à partir de deuxième année. Et finalement, en troisième année, on va former correctement des lettres majuscules et minuscules en écriture cursive. On s'attend à ce que nos élèves soient capables d'écrire. Un petit mot aussi sur l'utilisation de l'ordinateur.
Ça commence en première année. On veut que nos élèves s'initient à l'utilisation du clavier. Je sais que c'est un objectif d'évaluation, mais je vous dirais que je ne passerai pas sur ça trop rapidement avant, surtout mes élèves qui ont des difficultés de préhension, parce que faut quand même les aider à développer ça. Puis nos élèves, je pense qu'à la maison, ils ont pas mal d'opportunités d'avoir accès à l'ordinateur. Oui, Annie. Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé ça? Quand on a fait la révision du nouveau programme, on était vraiment plusieurs à dire que justement, ils font un peu à la maison, puis ils ont de la misère encore à écrire à la main. Alors, pourquoi est-ce qu'ils l'ont gardé? Puis en plus, dans les écoles qui n'ont pas assez d'ordinateurs pour tout le monde, ça devient une problématique. Je suis totalement d'accord avec toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais OK, on s'entend ici que c'est s'initier à l'utilisation. Ça ne veut pas dire que je vais faire ça tous les jours. Hein? Puis ici, deuxième année, on va parler d'utiliser un clavier, mais ça peut peut-être être à la fin d'un processus d'écriture quand on le met au propre. Il y a des façons peut-être de le faire. Mais là, quand on arrive en troisième année, là, pour ceux et celles qui enseignent en troisième année, là, on va utiliser une méthode de frappe prendre conscience de sa posture. Donc, là, je pense qu'il faut être un petit peu plus spécifique. Mais je suis d'accord avec toi. Au moins, à maternelle, ils ne l'ont pas mis, là, mais première, deuxième année, l'accent devrait être mis sur les habiletés. Puis là, je ne parle pas des élèves dyspraxiques, là, je parle vraiment des élèves là, qui sont avec un développement typique. Parlant de Excuse-moi, c'est juste que oui. quand on a accès finalement aux ordinateurs, parce que les troisième et quatrième et cinquième utilisent toujours les ordinateurs finalement, quand on va finalement y avoir accès, ben juste ouvrir l'ordinateur, entrer dans une session, ça nous prend presque du 1 à 1 pour chaque élève. Ah oui, je sais. À l'école, ça l'a sauté quand ils ont vu ça. Oui. Oui, je sais. Je pense qu'il faut aussi se baser à les ressources qu'on a dans nos écoles. Il faut faire avec. Je pense que c'est ça. Pour revenir à la fluidité en écriture, pourquoi c'est si important que ça? Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a de plus en plus d'élèves qui ont la difficulté à s'asseoir et rester assis là, puis qui tombent de leur chaise, de plus en plus. Des jeunes élèves qui sont, quand on s'assoit en cercle sur le tapis, qui ont de la difficulté à rester assis parce qu'ils n'ont pas un bon tronc. Là, vous allez me dire, mais c'est quoi ça a à voir avec l'habilité d'écriture? Bien, ça a tout à voir parce que vous voyez ici, là, on doit avoir une bonne force au niveau du tronc pour être capable de soutenir, de m'asseoir puis de tenir mon crayon. Et on parle ici, on vous parle de différents types de prises de crayon qui sont acceptables. Ça vient d'ergothérapeute, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Et on parle aussi de différentes façons d'aider nos élèves. Une chose que je travaillais avec un ergothérapeute, et lui, ce qu'il suggérait, c'est que les élèves, quand ils viennent au tapis, ils pouvaient soit s'asseoir avec leurs jambes croisées ou encore sur leur ventre, pas couché, là, mais en position un peu, là, je dirais, là, de cobra, là, pour vraiment travailler cette partie-là ici. Et ils pouvaient peut-être écrire aussi comme ça. Donc, on peut aider nos élèves à faire ça. Les balles aussi peuvent être, des gros ballons sur lesquels on peut s'asseoir, ça peut aider. Il faut faire attention encore avec ça. Mais ce qu'on sait, c'est que s'il n'y a pas vraiment de fluidité, si je pense tellement de temps à former mes lettres, à prendre mon crayon, à bouger. Puis souvent, on voit aussi nos élèves qui n'ont pas vraiment de poignet. On n'utilise pas, ils sont tellement rigides. Ils utilisent toutes leurs mains, donc ils se fatiguent beaucoup plus facilement. Évidemment, écrire va devenir une tâche très, très ardue pour eux. Alors, il faut vraiment les aider à développer ça. Puis, je sais que dans le programme d'études, ça arrête en troisième année, là, mais on s'entend là, que ça ne finit pas en troisième année. Là, nos élèves, il faut qu'on continue à travailler ça. Je regarde l'heure. On a... on fait peut-être l'organisation de texte, puis après, on prend une petite pause, que ça vous va? Oui? OK. Donc, on va regarder aujourd'hui 4 outils de langue, l'organisation de texte, le vocabulaire, la phonographie et la grammaire.
Donc, comme on a déjà vu l'organisation de texte, on a 2 sous-rangées, les caractéristiques et les structures. Puis, je vous ai montré tantôt un peu le document qu'on avait créé pour vous vous montrer les types de textes. Donc, on a ici, là, je vais passer rapidement, là, si on l'avait déjà fait. On va ici, on parle à partir de 2e année, c'est là qu'on parle la différence entre texte courant et texte littéraire. OK? Avant ça, on parle vraiment plus de texte de manière générale. Et rendu en 3e année, là, on spécifie est-ce que c'est un texte narratif, poétique ou c'était quoi? C'est un narratif poétique dialogal. OK? Je veux ici faire le point, OK. Donc, on a tous nos genres un peu de textes qu'on peut utiliser. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à vous à déterminer quel type de texte que vous allez utiliser pour faire écrire vos élèves. Je vous suggère de travailler peut-être en équipe école pour déterminer peut-être, avoir un alignement. Donc, si on regarde ici, ça c'est un document là, que j'ai mis le lien, là. Mais par exemple, en 2e année, le récit, la légende, le poème, la chanson, la comptine, bien, je vais décider peut-être qu'au niveau littéraire, je vais juste, on va écrire un récit, un petit récit, peut-être qu'on va le faire ensemble. On ne fera pas un poème nécessairement de le faire à l'écrit parce que on pourrait, là, mais est-ce que l'effet, comme on a vu tantôt, c'est plus en 3e année écrire la rime, c'est plus en 3e année. Je pourrais le faire en 2e année, mais nécessairement, est-ce que j'évaluerais ça? Pas nécessairement. Mais j'ai ici la petite annonce, les règles, la routine. Donc, vous pouvez décider, comme école aussi, puis de regarder ça, puis de dire, OK, qu'est-ce que je fais? Puis pour s'assurer que peut-être nos élèves vont avoir un peu de tout. Comme en première année, l'abécédaire, là, ben, c'est super facile à faire. Si vous voulez qu'ils développent leur vocabulaire, vous avez peut-être dit ça, pour vos élèves, ils ont déjà des mots. Et ça, c'est quelque chose qui est facile à faire. Déjà, vous avez déjà fait un type de texte avec eux. Rendu en 3e année, ben là, il faut regarder plus spécifiquement qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais demander à mes élèves de l'écrire comme tel? Ben, est-ce que je vais demander à mes élèves, peut-être, au lieu de faire une bande dessinée, peut-être je vais leur demander de faire juste une temps de cases pour créer une histoire. Est-ce que j'ai besoin de... Tu sais, puis en même temps, ici, ce qui est intéressant, la bande dessinée, c'est que je coche 2 cases, le dialogal et le narratif. Peut-être que je vais la choisir, celle-là, parce que je fais d'une pierre deux coups. Okay, donc, pensez qu'est-ce qui va faire le plus de sens pour vos élèves, votre école, votre façon d'enseigner. Vous avez peut-être déjà des activités que vous avez déjà en main. Donc, réinventez pas la roue, là. Partez de ce que vous avez. Puis adaptez, puis ce qui manque. De toute façon, tout le reste, il faut le faire à la lecture et à l'oral. Fait que pour l'écriture, déterminez là, ce qui fait le plus de sens pour vous autres. Et ça, je vous l'ai montré tantôt. Et je veux juste je sais que vous avez est-ce que vous avez tous eu accès aux documents de documents? Donc, je les ai mis là. Parfait. Juste pour vous montrer, il y a des tâches d'évaluation qui existent déjà pour tous les niveaux. Puis, ça vous donne aussi une belle liste de textes. Si des fois, vous cherchez là, un texte en particulier pour travailler certains sujets. OK. Je vais faire la phonographie rapidement, puis à 2 heures, on va prendre une petite pause. Ça va? Donc, je vais faire ma petite... je vais vous poser ma petite question. À savoir, je vais partager ma petite... OK. Je vais vous demander, quelles sont les 2 sous-rangées de la phonographie? Phonographie, là. Pensez, là. Là, j'ai ma petite musique. Est-ce que vous l'entendez? J'ai ma petite musique de Jeopardy. Peut-être pas, hein? Est-ce que vous l'entendez? Non? Ah, dommage. Non? OK. Puis, est-ce que vous vous souvenez des 2 sous-rangées qu'on a vues la dernière fois?
Pensez à ce que vous enseignez avec la lecture. La phonographie, c'est quoi? OK, regardez, on va faire de la morphologie. Regardez votre mot. Phonographie. Phono, ça veut dire son. Graphie. Ah, donc c'est quoi? Correspondance graphème phonème. Et l'autre chose? A, B, C, D, E, F, G. L'alphabet. OK? Deux choses. Hop. OK. Donc, l'alphabet, la correspondance graphème-phonème. Pour ceux qui sont en deuxième année, l'alphabet, c'est supposé être maîtrisé. Donc, on le voit ici, c'est vraiment pour la première et deuxième année. Petite question encore. On avait parlé la dernière fois la différence entre la voyelle et la consonne. Est-ce que vous vous souvenez? Quelle est la différence entre une voyelle et une consonne? La voyelle n'a pas d'obstruction. Oui, bravo. Et est-ce qu'on se souvient combien de voyelles, de sons voyelles il y a en français? 16. Wow! Wow! Bravo, bravo. OK, donc ça, on l'a vu, la correspondance graphème-phonème et l'alphabet. Vous allez voir comment ça va nous aider plus tard aussi. Je veux, ici, c'est toutes les correspondances graphème-phonème. Je trouve que dans celui-là, en français, il n'est pas aussi explicite. Je vais vous montrer celui-là en immersion parce que là, il montre vraiment plus. OK, on va parler en premier des résultats d'apprentissage. Donc, il doit reconnaître les liens entre les lettres et les sons. Ici, on va utiliser plus la terminologie, graphème, phonème. Et ici, là, ce que j'aime à partir de deuxième année, là, on parle de lecture et d'écriture. Là, ça devient beaucoup plus spécifique. Et en troisième année, encore plus spécifique. OK? Et là, on s'attend à ce que nos élèves, en troisième année, soient capables d'appliquer toutes les correspondances graphème-phonème lors de la lecture et de l'écriture. OK? Toutes. C'est beaucoup, là. Donc, on voit ici, comme on me parlait, là, il y a l'oral, mais on parle de la lecture qu'on va réinvestir dans notre écriture. Ce qu'on va apprendre comme règle à décoder, on va le faire à l'écriture aussi. Je vais juste vous montrer rapidement. Je trouve que cela en immersion est un petit peu plus détaillé parce que vous voyez ici quelles sont les lettres, les correspondances graphème-phonème qu'on doit enseigner, alors que cela en français, à langue première, ce n'est pas détaillé. On ne le sait pas. C'est sûr qu'on peut se fier à une progression, mais je vous suggère comme école d'avoir une progression ensemble pour savoir qu'est-ce qui est enseigné en première année, surtout parce que maternelle, c'est l'alphabet, là, surtout, mais rendu en première, deuxième année, essayer d'avoir une progression qui est semblable là, pour que vous puissiez, les élèves ils manqueront pas, peut-être si j'ai eu tel prof qui a fait telle séquence, puis tel prof, que peut-être quand je vais manquer des apprentissages à ce niveau-là. Je vais juste vous montrer ça pour cette raison-là. Alors, on va prendre une petite pause parce qu'on va faire une petite activité après. Donc, si je vous donne 10 minutes, est-ce que ça vous va? OK, voilà. Alors, on était maintenant au niveau de la différence entre l'encodage et le décodage. Donc, l'encodage, c'est on part de l'oral puis on va à l'écrit. Souvent, c'est les dictées qu'on va demander à nos élèves de faire, alors que le décodage, c'est quand on lit, on va décoder un mot à l'écrit puis on va le dire à l'oral. J'ai une petite question pour vous encore. Quel est le plus facile selon vous pour vos élèves? Est-ce que ce serait l'encodage ou le décodage? Parce qu'il y en a qui veulent se risquer. Est-ce que c'est plus facile pour nos élèves d'encoder ou de décoder? Oui, José. Oh, tu es en sourdine.
Je peux peut-être... Regarde. Oui, Patrick, puis José, je vais t'ouvrir. Oui, Oui, moi, je vais opter pour l'encodage. OK. Et quelle année tu enseignes, toi, Patrick? Première année. OK. L'encodage. OK. Oui. Et attends une minute, José, je vais essayer de t'ouvrir. T'es où, là? J'ai réussi? OK. Ah, tu as réussi, parfait. Oui, oui, je suis d'accord avec lui. OK. Toi, c'est l'encodage. Et quelle année tu enseignes? Maternelle. Maternelle. OK, parfait. Est-ce qu'Anita, tu avais la main levée ou c'est Non, quelqu'un non, j'ai d'autre? oublié de la baisser. Désolée. OK, pas grave. Pas grave. Oui, Véronique. Oh, tu es sans sourdine, toi aussi. Désolée. C'est Je pas dis grave. avec encodage Encodage, et quelle année, toi, tu enseignes? en maternelle. OK. Oui. Je vous dirais, selon mon expérience, puis c'est pas prouvé scientifiquement, là, mais selon mon expérience, c'est vrai que nos petits, c'est plus facile d'encoder que de décoder. Mais une fois qu'on développe le lexique orthographique, surtout, ça va devenir plus facile de décoder que d'encoder parce que là, on est plus conscient de toutes les règles d'orthographe. Et voyez comment nous-mêmes, comme adultes, des fois, on doute comment encoder. Si je prends, par exemple, des mots, surtout qui sont semblables en français et en anglais, le mot carotte, carrot, il faut que j'y pense. Parce que, est-ce que c'est un R, deux R, il y a adresse, address, c'est la même chose. Donc, nous, on n'est plus, si je vous demande, quand on travaillait la phonologie, quand je vous demandais des mots, combien de syllabes, ben nous, on le voit dans notre tête, on le découpe visuellement, souvent. Au lieu que nos élèves, nos petits de maternelle première année, vont le faire plus oralement parce qu'ils n'ont pas encore ce lexique mental-là. Donc, c'est un peu ça qui se passe au niveau de nos élèves. Donc, plus qu'on en connaît au niveau de l'écriture, plus qu'on a de chances de faire des erreurs. C'est correct. OK? Alors, ici, si on regarde le processus d'encodage, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a 5 procédures essentielles, donc pour encoder. Donc, je dois être capable de découper, je dois avoir un répertoire mental, mes connaissances morphosyntaxiques. Ça, on va le voir en 3e année. Okay? À partir de la 3e année, on parle de morphologie. C'est important parce que je ne peux pas apprendre tous les mots en français, comment ils s'écrivent, en les apprenant par cœur. Je dois avoir des stratégies comme des régularités orthographiques et des régularités aussi morphosyntaxiques. Et ici, ce que je vais vous montrer, les 2 tâches essentielles, c'est la dictée et la production écrite qui vont aider nos élèves avec l'encodage. Plus que j'écris, plus que je vais apprendre à écrire correctement puis que je vais vraiment maîtriser le code. Okay? Et quand je parle de dictée ici, là, je ne vous parle pas de dictée là, juste donner 1 sur 10 puis donner des points, mais vraiment une dictée pour aider nos élèves à prendre conscience, à utiliser la métalinguistique, comme un peu, si vous connaissez, je vous ai mis un lien plus loin, la dictée zéro faute, pour vraiment vous faire penser, pour aider vos élèves un peu comme le concept de causerie mathématique, mais lié aux régularités orthographiques. Et parce que ce n'est pas juste du par cœur, parce que si vous faites des listes, juste de par cœur de mots, ce n'est pas nécessairement que vos élèves vont être capables de les utiliser en écriture. On ne voit pas le transfert. Mais si on leur dit comment ça marche, on leur donne la mécanique, il y a plus de chances qu'ils vont être capables de le faire. Alors, je vais vous montrer un petit exemple d'encodage qu'on a fait. Et ça, c'était de la maternelle à la 4e année. Je vais vous montrer différentes façons qui est écrit. Et là, je vais vous demander de peut-être, c'est tout le même mot, hein, qui est écrit. Est-ce qu'il y en a qui veulent qui savent à peu près c'est quoi ce mot-là? Épouvantail. Ah, là, on est proche, on est proche. Est-ce que ça vous donne un meilleur indice ici? Hey, mes profs de maternelle, vous devriez être capables, là, vous autres, vous envoyez toutes sortes d'écritures, là. Hein, on est bon à décoder. Ah, c'est plus clair? Hippocampe.
Hippocampe. OK. Voilà, ça, c'est mon élève de maternelle qui a écrit. J'ai donné le « en », là. OK, on s'entend, là. Mais ici, je vous dirais que si on regarde là, au niveau de la correspondance graphème-phonème, elle est faite plus à l'anglaise. I, hein, le U qui est en anglais E. Donc, lui, c'est un élève qui savait lire et écrire en français, en anglais. Donc, il a transféré le code qu'il avait à ça. Quand même pas pire, parce que là, on parle de maternelle. Quand on parle d'orthographe rapprochée, c'est de ce dont je parle. Celui-là ici, vous vous souvenez, dans le programme d'études, on parle de gauche-droite. Je pense pas que celui-là, vraiment encore, c'est première année. Encore un peu de misère avec. Oui, Annie? En fait, je pensais même qu'il avait vraiment écrit de droite à gauche avec le E en premier. Et que son P était Intéressant. le miroir. Puis c'est ça, je pensais vraiment qu'il était parti de la droite vers la gauche. Donc, moi, je voyais encore le et pan quelque chose. Ah, intéressant, intéressant. Mais tu sais, juste la direction. Donc, vous voyez, il y a une raison pour laquelle c'est dans le programme d'études, c'est pour comprendre ça. Donc, ici, si on va parler plus, là, je pense qu'on est en troisième année, hippocampe, là, on a des règles qu'on a compris, le en, le M suivi du P. OK? Donc, le en, on va faire ça. Et ici, on a compris qu'on a un préfixe. J'ai mon hippo. J'ai compris ça, même s'il n'est pas bien écrit à 100 mais j'ai compris ça. Donc, vous voyez ici, j'ai utilisé le Q au lieu d'utiliser le C. Maternelle, première année, pas de problème, parce que je ne m'attends pas à ce que ce soit à quelque chose qui est maîtrisé. J'accepte ça. Ici, la même chose avec le K. Quand on pense à nos élèves qui sont plus anglophones que francophones, ils vont probablement utiliser le K plutôt que le C ou le Q. OK? Ça dépend. Et là, ici, vous voyez, ça s'améliore, mais on n'a pas ici compris, on n'a pas encore maîtrisé le M quand il est suivi d'un P. Et là, finalement, quatrième année, voyez-vous, c'est hippocampe. Parce que là, c'est plus au niveau, je dirais, oral. On n'a pas bien entendu le son « en ». Donc, quand je vous parlais, là, ici, en quatrième année, on a réussi à le faire. Quand je vous parlais de dictée zéro faute, de faire, c'est pour ça qu'on fait des dictées. C'est pas pour qu'on mette ça sur le bulletin, que c'est sur 10. C'est pour voir où sont les difficultés orthographiques de nos élèves. Et comme ça, moi, comme enseignant, je peux voir que tout le monde a de la difficulté. Par exemple, je regarde ici, j'aurais plusieurs élèves qui auraient ce même genre de problème. Je pourrais faire un atelier avec ces élèves-là et travailler, d'une part, le concept droite-gauche en écriture pour les amener après à aller plus loin puis être capable d'écrire les mots. Là, après ça, je pourrais travailler d'autres concepts. OK, vous voyez? Donc, il y a cette raison-là quand on fait nos dictées, il doit y avoir une raison pédagogique pour le faire, pas juste parce qu'on a acheté un petit kit qui dit que cette semaine, c'est ceux-là qu'on doit faire. Donc, ici, je vous donne un autre exemple que moi, je faisais à la maternelle. On faisait, là, quand on parle là, de l'oral à l'écrit ou de l'écrit à l'oral, on utilisait des non-mots avec des dés en caoutchouc où on écrit les lettres, les graphèmes. Ça pourrait être aussi des digrammes, quoi que ce soit. Et encore là, mon concept consonne, voyelle, super important. Donc, ici, je l'ai identifié en couleur pour aider mon élève à vraiment voir ça. Donc, il brassait les dés. Ça, c'est un atelier. Il faisait ça, il l'écrivait et ensuite, il l'écrivait sur un petit tableau. Encore là, on travaille la fluidité en écriture et je travaille ma lecture, je dois le lire. Tom. Okay. Donc, ça, c'est une petite activité. Puis, je vous ai mis aussi un lien ici qu'on peut faire la même chose. Puis, quand on parle en première année ou en deuxième année, il y a écrire sur une ligne. Voilà, vous avez ça ici. Le vocabulaire, on a 2 sous-rangées. On a les nouveaux mots et formations de mots. Ça, on en a parlé plus précédemment dans les 2 autres sessions, mais cette fois-ci, on va mettre l'emphase sur l'orthographe. On va aller avec, excusez-moi. On va aller avec l'orthographe. On va voir ici correspondance graphème-phonème. On a vu ça
tantôt. OK? Donc, ça va avec notre phonographie. Donc, mon orthographe peut se marier très bien avec ma phonographie. Donc, en première année, vous remarquez là qu'en maternelle, on ne s'attend pas à ce que nos élèves soient capables d'orthographier. S'ils sont capables, tant mieux, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va évaluer. Donc, s'exercer à orthographier de nouveaux mots, en associant des sons phonèmes graphèmes. Un peu comme l'exercice que j'ai fait tantôt, hippocampe, c'est un peu dans ce style. Même chose ici. Là, maintenant, au lieu du verbe s'exercer, en deuxième année, je suis utiliser. Là, je suis un petit peu plus indépendant. Je ne vais pas juste me pratiquer. Il faut que je sois capable de le faire un peu. Quand je vais demander à mon élève d'écrire un texte, de rédiger un texte, je vais m'attendre à ce qu'il soit capable d'utiliser certaines des stratégies que j'ai enseignées pour essayer d'étirer ton mot, essayer de le faire. Donc, on va s'attendre à ce que notre élève va le faire un petit peu plus d'une manière indépendante. Un petit mot ici avec l'autre chose qui est ici au niveau des mots fréquents. On a orthographié correctement 100 mots fréquemment utilisés dans son milieu d'apprentissage. Je sais que sur le site de New Learn Alberta, il y a une liste des 100, 150 mots, 300 mots. Il n'y a rien dans le programme d'études qui dit lesquels qu'on doit utiliser. Je veux qu'on mette l'emphase ici dans son milieu d'apprentissage. Qu'est-ce qui est dans votre milieu d'apprentissage et qu'est-ce qui est dans mon milieu d'apprentissage peut être un peu différent. Ça peut dépendre des livres que j'ai, ça peut dépendre de plein de choses. C'est certain qu'il y a certains mots qu'on doit utiliser fréquemment. Mais si vous avez dans un livre, par exemple, le mot « avec » revient souvent, vous avez une collection qui a souvent le mot « avec », probablement que c'est quelque chose que je vais absolument enseigner en première année. Donc, je vous avais partagé la dernière fois, on vous a créé une liste avec des mots entendus, lus et orthographiés par niveau, et c'est à vous de choisir ces 100 mots-là que vous allez vouloir enseigner. Et une chose, c'est que si vous enseignez, par exemple, en deuxième année, je vous suggère d'aller voir les mots d'avant, de première, de maternelle, parce que dans ces 300 mots-là, ben, vous pouvez en prendre qui sont dans les autres niveaux. OK? Et voyez-vous, en troisième année, ils sont supposés d'être bons, il n'y a plus de problème, ils sont capables d'orthographier tous ces mots-là. Pas vraiment, mais en tout cas. Mais il n'est pas dans le programme d'études. Alors, l'autre chose qui est importante, qu'on a vu aussi ailleurs, c'est placer des mots en ordre alphabétique. Vous vous souvenez quand on a parlé de la phonographie, l'alphabet? Maternelle, première année, il y a une raison pour ça. Donc, c'est là. Si mon élève, en première année, n'a pas encore une bonne compréhension de l'ordre de l'alphabet, imaginez-vous comment que ça va être difficile pour lui ou elle de les mettre en ligne, en ordre alphabétique. Même chose ici. Là, on va prendre compte de la règle d'orthographe à l'étude. Et aussi, on va trouver des mots dans ces outils de référence en utilisant l'ordre alphabétique. Bien, mon abécédaire, là, voyez-vous, mon type de texte, il est là. Il est là aussi. Et finalement, en troisième année, là, je vais employer, là, je le fais vraiment plus de façon indépendante, l'ordre alphabétique en utilisant le ou les premières lettres, le ou les. OK? Donc, on va peut-être avoir nos élèves on va peut-être mettre des mots qui vont être un petit peu plus, qui vont commencer par le ou la pour qu'ils puissent le faire, mais dans certains outils de référence. Okay? Donc, l'abécédaire, le dictionnaire, tout ça, donc ça va devenir. Puis ça c'est en lien aussi avec les types de textes qui sont par votre niveau. Voilà. OK. Maintenant, on va parler de l'orthographe, des règles de l'orthographe. C'est super important parce qu'on doit les enseigner. Il y a des régularités. On veut limiter les devinettes parce qu'à un moment donné, plus qu'on connaît de mots, est-ce que j'utilise avec un EN, AN? OK? Il y a certaines régularités qui existent parce qu'il y a 50 des mots seulement qu'on peut écrire de façon exacte avec les correspondances graphème-phonème. Le reste, il faut connaître soit il y a des exceptions, évidemment, mais les règles morphologiques et les régularités orthographiques. Okay? C'est pour aider nos élèves. Évidemment, la même chose ici, discuter de l'orthographe des mots. Là, on va vraiment encore plus loin. Et orthographier correctement des mots en appliquant des règles de l'orthographe.
je veux... voilà. Je veux vous montrer un petit vidéo. Puis là, je vais... C'est où que je vais pour, pour mettre le son? C'est dans Share Sounds, hein? C'est quand, Oh, quand tu partages ton écran. Oui, je l'ai fait. Merci. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. Elle explique super bien. C'est, comment ça s'appelle, non? Geneviève Boutin. Elle vient de l'Institut Finot. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de prendre des cours avec eux. Ils sont vraiment fantastiques. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ce petit vidéo-là? C'est tout récent. C'est... ouais. Alors, je vais le faire partir, puis vous allez me dire si vous l'entendez. OK. Oups. Je vais le partir. Saviez-vous que seulement Est-ce que vous 50% l'entendez? des mots peuvent être écrits au son, donc en associant les lettres au son? Est-ce que c'est vraiment réaliste de s'attendre à ce que tous les élèves, incluant ceux avec des difficultés d'apprentissage, apprennent l'orthographe de tous les mots par cœur? Heureusement, les recherches en éducation ont démontré qu'il existait des méthodes d'enseignement de l'orthographe des mots qui étaient très efficaces, même avec les élèves en difficulté. C'est le cas, entre autres, de l'enseignement des régularités orthographiques. Bonjour, je suis Geneviève Boutin, orthopédagogue et fondatrice de Finot Éducation. Aujourd'hui, l'Institut des troubles d'apprentissage m'a demandé de répondre à cette question reçue sur les médias sociaux. Je vais donc vous expliquer ce que c'est enseigner les régularités orthographiques, pourquoi c'est important de le faire auprès de tous les élèves, incluant les élèves en difficulté d'apprentissage. Puis je vais vous partager des astuces pour vous aider à intégrer ce type d'enseignement à votre quotidien. Imaginez, vous êtes en apprentissage d'une nouvelle langue, comme vos élèves. Dans cette langue, il y a un son qui n'existe pas en français, le « sur le bout de la langue ». Si je vous dis que ce son peut s'écrire de deux façons, SH ou TH, comment allez-vous savoir comment écrire le mot « famille »? Comment allez-vous apprendre l'orthographe des 2000 mots qui incluent ce son? Par cœur? C'est à ce moment-là qu'entrent en jeu les régularités orthographiques. Dans ce cas-ci, si je vous dis, en début de mot, le son s'écrit presque toujours SH, je viens de vous faciliter la vie. Vous arriverez facilement à écrire le mot « famille » et tous les autres mots qui contiennent un « en position initiale ». C'est ça, enseigner les régularités orthographiques. C'est d'enseigner ce qui est le plus régulier dans la langue, ce qui revient le plus souvent. Tantôt, je vous ai fait un exemple avec un son qui n'existe pas, mais j'aurais très bien pu vous dire la même chose avec le son « en ». Si vous devez écrire un mot que vous ne connaissez pas, qui commence par le son « en », comme « orthozoaire ». Lequel des « en » choisirez-vous? Bien, vous devriez l'écrire avec un « en » si vous ne le savez pas. Car la majorité des mots qui commencent par « en » s'écrivent avec un « en » ou un « em » si c'est devant un « m », un « p » ou un « b ». Pourquoi enseigner les régularités orthographiques de façon explicite? Parce que les élèves les plus forts, ils vont arriver à capter de façon implicite ces règles. En voyant les mots souvent, ils vont comprendre par eux-mêmes qu'il y a certaines structures orthographiques qui reviennent plus souvent que d'autres dans certains contextes. Puis, ça va les aider à mémoriser l'orthographe des mots. Mais c'est vraiment pas le cas de tous les élèves. Les recherches ont démontré qu'un enseignement explicite des régularités orthographiques permet à tous les élèves de la classe d'améliorer leur performance en orthographe lexicale. Mais aussi que cet enseignement-là va avoir un impact encore plus important auprès des élèves en difficulté d'apprentissage. Entre autres, nos élèves dyslexiques dysorthographiques. Pour eux, mémoriser l'orthographe des mots, c'est vraiment difficile. Il y a juste trop de possibilités. En apprenant les régularités orthographiques, ils vont découvrir des repères sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour faire des meilleurs choix quand ils veulent écrire des mots qu'ils connaissent pas. Puis ça, c'est vraiment sécurisant. Voici des exemples de régularités orthographiques simples, mais qui peuvent permettre à vos élèves d'écrire des milliers de mots. Quand j'entends le son « k » dans un mot, si c'est devant « e » ou « i », j'écris « qu-u ». À la fin du mot, j'écris « qu-u-e ». Et sinon, j'écris « c ». J'en ai une autre. Quand j'entends « en »,« un » ou « on » dans un mot et qu'ensuite, mes lèvres se ferment complètement, j'écris le son avec un « m ». Par exemple, « tomber », « lampe », « pompier », « limpide » s'écrivent avec un
M. Tondeuse, rentrer, peinture, danser. S'écrivent avec un N. OK. J'entends certains parmi vous qui se disent « Eh, attends, ça marche pas toujours, ta règle. Dans lac, le son K est à la fin du mot, puis il s'écrit pas avec un QE. » Vous avez raison. N'hésitez pas à le dire à vos élèves, d'ailleurs. Cette stratégie-là, elle va fonctionner dans 70, 80, 90 % des cas. Mais pour certains mots, elle fonctionnera pas. Ils vont devoir utiliser d'autres stratégies pour les aider à stocker en mémoire ces mots ou ces bouts de mots-là. Parce que parfois, c'est juste un petit bout de mot qui est difficile puis qui doit être mémorisé. Je vous suggère de faire un petit test avant de commencer avec tous vos élèves pour déterminer les régularités qui sont connues ou inconnues. Pour ça, vous pouvez prendre un test qui est déjà fait, comme Régulo, ou faire une petite dictée de mots qui contiennent les régularités que vous aurez ciblées. Si vous vous créez votre propre test, je vous conseille de choisir des mots plus rares pour éviter que vos élèves connaissent déjà ces mots. Vous obtiendrez ainsi un portrait de classe des régularités qui sont moins connues de vos élèves. Certaines vont pouvoir être travaillées avec toute la classe, puis d'autres en petits groupes, en atelier seulement. Voici quelques conseils pour vos interventions. Lorsque vous commencez à travailler une régularité orthographique, faites un enseignement explicite. Verbalisez vos pensées, mettez un haut-parleur sur votre cerveau pendant que vous écrivez les mots pour qu'ils comprennent clairement comment appliquer la stratégie, consignez la régularité dans un aide-mémoire pour que les élèves puissent s'y référer au besoin. Entraînez les élèves fréquemment en variant les modalités de vos interventions. Jouez à l'oral, jouez à l'écrit, faites justifier les choix de vos élèves. Faites des activités avec des vrais mots. OK, oui, les mots de la liste orthographique, mais aussi d'autres mots un peu moins connus. Vous pouvez même leur faire écrire des mots inventés pour voir s'ils optent pour la bonne graphie lorsqu'ils doivent écrire un mot nouveau. Est-ce que l'enseignement des régularités orthographiques va régler toutes les difficultés de vos élèves en orthographe? Pas du tout. Toutefois, ils seront ainsi mieux outillés pour mémoriser les mots et les bouts de mots et faire des bons choix lorsqu'ils devront écrire ceux qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Je pense que vous avez tout accès dans vos conseils scolaires au l'Institut. Il y a plein de beaux petits vidéos là, qui viennent juste de sortir. Puis ça, c'est un des derniers. Là. Et si vous avez la chance de faire des sessions avec Finot et dont Geneviève est la propriétaire, là, elle est vraiment, vraiment bonne. Voilà. OK. Donc, ici, je vous donne quelques petites activités pour travailler l'orthographe. Je ne passerai pas à travers là, en détail. Je vous ai mis les liens. On va pas. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Sur quoi j'ai pesé? Ici. Donc, on a une course. Il y a le lien dont je vous avais parlé au niveau de la dictée zéro faute. Et je vous ai mis un beau petit tableau ici que j'ai trouvé qui est fait avec les dominances orthographiques. Parce que des fois, on se demande, je le sais-tu, je ne sais pas. Bon, je pensais que je l'avais téléchargé, mais ça a l'air que. En tout cas, vous allez avoir le lien, ça vous donne le en, toutes ces différentes régularités orthographiques. Là. Et évidemment, il y a la dictée, là, dont on parlait plus tôt, là, les idées qu'elle a données. J'ai aussi mis d'autres ressources qui peuvent aider. Le test dont elle parlait, Régulo, qui est pré-test et post-test, n'est pas trop cher. C'est elle qui l'a fait à Finot. Donc, ça peut être quelque chose qui pourrait être intéressant. Là. Surtout, je dirais 3e année là, pour voir nos élèves où est-ce qu'ils sont rendus. Il y a des applications. Ça vient du Québec, mais vous avez plein d'applications pour les sons, les lettres, la lecture, l'orthographe, la mémoire, le vocabulaire. Vous pouvez avoir accès à ça gratuitement là, si vous pouvez, pour essayer. Puis si c'est intéressant, vos écoles pourraient les acheter. Et je vous ai mis aussi le lien d'une présentation. C'est une recherche sur l'orthographe lexicale, comment le mettre en place et pourquoi dans nos classes. Donc, c'est des petits outils. La grammaire. Alors, on avait parlé dans la grammaire dans les sessions précédentes, puis on a parlé un petit peu tantôt, la grammaire de la phrase, puis on a parlé aussi des classes de mots. Mais aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur la ponctuation et la conjugaison de verbes. Et remarquez que la conjugaison de verbes, c'est seulement de la 2e à la 6e année. Là. Et première année, là, on le fait quand même, mais à l'oral.
OK, mais on ne l'évaluera pas. Alors que et la ponctuation, on le fait dès la maternelle. Donc, on avait parlé de la grammaire de la phrase ici et on parle de la, comme on avait parlé, de la cohérence textuelle plutôt. Elle est beaucoup plus rapidement maîtrisée au niveau de la phrase qu'au niveau de l'ensemble du texte. Donc, ici, ça, c'était tout qu'on avait vu la dernière fois. Là. Il y a plein de petites choses comme en deuxième année, là, on parle là, du groupe nominal, du groupe verbal, du prédicat. On commence en troisième année, on commence à parler du prédicat. Je vous ai mis le lien. Je l'ai-tu mis là-dessus? Ah, non. Sur une autre diapositive avec un livre. Là, je dirais surtout pour deuxième, troisième année, je vous suggérais, c'est un condensé de grammaire pour vous aider avec ces idées-là, là, au niveau plus spécifique. Ce qu'on a fait, ce qu'on avait parlé la dernière fois en lecture, on peut le réinvestir très facilement en écriture. OK? Donc, encore là, l'utilisation de textes que vous avez déjà en lecture, ben, aidez vos élèves à utiliser ça. Tu sais, comme quand on utilise des textes modèles pour répéter, ça peut être des façons aussi de travailler nos concepts de grammaire. Au niveau de la ponctuation, il y a, les connaissances sont particulièrement importantes pour comprendre ce que l'on doit enseigner. Okay? Donc, c'est ce que on va faire ça ici. On va, voyons, c'est quoi qui se passe? OK. Intéressant. OK. OK. C'est bizarre. Alors, on va regarder au niveau des connaissances parce que c'est là que ça va nous dire qu'est-ce qu'on doit enseigner au niveau de la ponctuation. En maternelle, on va vraiment regarder que ce qu'on va voir quand on parle de la phrase, déjà on la travaille, la phrase, elle doit commencer par une lettre majuscule. Et donc, ça va en lien aussi avec l'alphabet. Mon élève doit être capable de comprendre c'est quoi une lettre minuscule et c'est quoi une lettre majuscule. On va voir aussi qu'en maternelle, l'élève doit savoir que la phrase se termine par un signe de ponctuation, le point. En tout cas, ça peut être le point, ça peut être le point d'exclamation, ça peut être, il y a différentes choses. À ce moment-ci, on ne le nomme pas nécessairement. C'est plus tard qu'on va le nommer. Rendu en première année, ça ne veut pas dire que je n'utiliserai pas ce langage-là, mais que je m'attende à ce que mon élève l'utilise, ça va être plus tard dans le développement scolaire que je vais m'attendre à ce que l'élève soit capable d'utiliser la différence entre un point d'exclamation et un point d'interrogation. Donc ici, en première année, on voit qu'on parle de point, le point d'interrogation et le point d'exclamation. Première année. Deuxième année, là, on est encore dans la même chose, mais là, on va un petit peu plus loin. On va à quoi ça sert? Pas qu'on ne l'a pas fait avant, là, mais on veut que nos élèves soient plus conscients de ça. Donc, ma connaissance qu'ils doivent avoir, c'est le point d'interrogation indique qu'une question est posée. Le point d'exclamation indique qu'une émotion est exprimée. Puis vous pouvez voir ici dans mes habiletés procédures, repérer le début et la fin d'une phrase qui exprime une émotion. Je peux le faire aussi, tu sais, comme par exemple quand on fait le récit ou on peut faire, on peut utiliser ça. Donc, vous voyez comment on peut le marier. Puis, je peux travailler à partir d'un texte de littérature jeunesse qui a plusieurs points d'exclamation pour exprimer ça, puis aider mes élèves à voir qu'est-ce qu'on est en train d'exprimer à travers l'écriture. Ici, troisième année, vous voyez, là, vous en avez un petit peu plus. On parle de type de phrase, on va parler de la virgule puis de l'illusion. Donc, on a beaucoup plus. Là, on s'attend à ce que nos élèves aient déjà compris c'est quoi une phrase graphique. Mais là, on y va. Est-ce que c'est une phrase de type interrogatif, exclamatif ou encore de type déclaratif? Okay, donc, on va plus loin. Et on veut aussi reconnaître la virgule et la façon dont elle sépare les mots et les groupes de phrases de mots. Là, on parle de reconnaître. Je ne m'attendrai pas nécessairement parce que ce verbe-là, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va le faire nécessairement. Je vais l'encourager à le faire. Peut-être que je vais le corriger quand on parlait là, du texte, production de texte. Dans la correction, quand je vais mettre mon texte au propre, peut-être que moi, je vais mettre la virgule pour
indiquer que c'est, par exemple, une énumération. On va mettre une virgule entre chaque nom. Mais est-ce que je vais évaluer mon élève là-dessus? Non, parce que c'est au niveau de reconnaître. À la lecture, oui. Est-ce que mon élève est capable de reconnaître qu'il y a une virgule, puis quoi faire quand il va lire? Vous voyez la nuance, là? C'est plus au niveau des verbes maintenant pour l'évaluation. Le livre dont je vous parlais, le condensé, vous avez le lien là-dessus. C'est vraiment super bien fait. Puis c'est très rapide. Puis ça l'aide. Ça dit français langue seconde, là, mais c'est pour tout le monde. Je vous donne aussi quelques petits livres parce que j'aime beaucoup l'utilisation de livres jeunesse pour aider à faire le transfert entre la lecture et l'écriture parce qu'on le sait que on veut que nos élèves le voient. Donc, il y a des livres peut-être que vous connaissez déjà, le point d'exclamation. Malheureusement, j'ai vu qu'il était épuisé. Donc, c'est peut-être que vos écoles ont déjà... Oui, Marie-Lou? Oui, c'est épuisé et c'est dommage, mais j'avais aussi écrit une pièce de théâtre qui va avec pour la 3e année, si jamais ça vous intéresse. Mais c'est difficile à trouver le livre maintenant. Mais j'ai trouvé d'autres livres aussi, là, mais je ne les ai pas toutes mis, là, mais il y a d'autres livres aussi avec des points d'exclamation. Donc, ici, celui-là, c'est, je dirais, plus 3e année, là, mais le grand livre des peut-être, des si, des pourquoi, c'est très, très mignon. Et il y a aussi le livre Je suis terrible. Je vais juste vous montrer, parce que je l'ai en... Vous connaissez... Oh, j'ai accès à tous mes livres maintenant. Vous connaissez Élise Gravel. Alors, j'aime beaucoup parce que ce qui est bien, puis on pourrait le faire avec les petits dès la première année, parce que aussi l'écriture va me dire qu'est-ce que j'exprime, qu'est-ce que l'auteur, pas moi, mais qu'est-ce que l'auteur. Puis encore là, le terme auteur, il faut l'utiliser parce que ça fait partie de notre programme, du langage qu'on doit utiliser dans notre programme d'études. Oui, Rebecca, tu avais une question? Oui. Désolée, je voulais savoir est-ce que vous allez mettre les liens dans le chat ou où est-ce qu'on peut les trouver? Le lien pour la présentation? Oui, et les différents livres, puis le livre que vous avez montré tout à l'heure. Oui, vous allez recevoir tout. Je crois qu'Alexandra va envoyer toute la présentation à tous les participants. Puis ensuite, ça va être mis sur ARPDC et tous les liens vont être dans la présentation. OK, super, merci. De rien. Alors, je suis terrible. Je vais juste vous montrer ici. Bon, vous voyez, on va voir. Ah, regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le point d'exclamation. Oh, là, on peut commencer à parler. Qu'est-ce que l'auteur essayait de nous dire ici? Qu'est-ce que le monstre fait? Donc, vous voyez, on peut aider nos élèves. Moi, j'aime beaucoup ce petit livre-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de points d'exclamation. Et là, on voit la différence aussi, comment il est écrit. Pourquoi il est écrit en lettres majuscules ici? Quelle émotion que le monstre est en train d'exprimer ici? Alors, regarde-moi, je suis terrible. Puis quand je le lis à l'oral, je veux faire la même chose aussi parce que je veux montrer à mon élève, je modélise que là, je le fais comme c'est écrit, parce que là, c'est écrit en lettres majuscules. C'est en rouge. Hey, c'est quelque chose. Et en même temps, quand je le lis, puis je vous invite, puis j'ai mis je fais un aparté, j'ai mis le lien à la fin. Pascal Lefebvre va venir le 22-23 avril. Lui, il est bien meilleur que moi à lire les livres et à faire tout ça, là. Mais il fait vraiment bien ça pour enseigner comment on peut utiliser des livres jeunesse pour enseigner la lecture et l'écriture. Et moi, je vais être là avec lui et ce que je vais faire, c'est que je vais faire les liens avec le programme d'études. Donc on va travailler avec ce genre de livre-là. Il y a plusieurs livres, donc je faisais un petit aparté, mais vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut regarder. Là, c'est drôle, là, cette fois-ci, on peut aider nos élèves à remarquer que, oh, là, ce n'est pas des lettres majuscules, mais c'est encore en rouge, mais ce n'est pas des lettres majuscules. Est-ce que tu penses que je vais le dire de la même façon? Donc, vous voyez, on peut travailler la ponctuation, le faire dire à nos élèves aussi. Donc, je lis, je le dis, et après, je pourrais demander à mes élèves de m'écrire une histoire avec plein de points d'exclamation. Quel genre de phrase tu vas m'écrire? Ou juste m'écrire des phrases. Vous vous souvenez? La cohérence textuelle,
est beaucoup textuelle, je devrais dire, est beaucoup plus facile pour nos jeunes au niveau de la phrase. Peut-être tu leur demandes d'écrire 2 phrases. C'est tout. Pas besoin d'écrire un gros livre. Puis à travers toutes ces phrases-là, on peut créer un livre en groupe ensemble. Vous voyez? Donc, c'est une idée ici avec ce livre-là. Et ce que j'aime aussi, j'aime avoir les livres en format papier, mais j'aime aussi pour présenter aux élèves, j'aime avoir les livres en format PDF parce que ça, on peut le projeter à l'écran. D'autres choses aussi, on a d'autres activités, j'ai mis d'autres activités au niveau de la ponctuation. C'est des activités qui viennent du livre dont je vous ai parlé, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Je vous ai mis le lien ici. Ah, comment ça me donne ça? Il va falloir que je fasse un petit... je vais faire le lien, je ne sais pas pourquoi il me fait ça aujourd'hui. Donc, c'est une activité où je vais raconter une histoire et l'élève doit... des phrases, je vais dire des phrases, et l'élève doit savoir choisir la phrase selon la ponctuation que j'ai utilisée. Là, on a des phrases avec des points d'exclamation ou avec des... Donc, c'est encore là, je travaille l'oral, je travaille l'écrit. Je pourrais avoir mes élèves qui écrivent des phrases, puis que c'est eux qui le lisent. Donc, je vous ai donné là-dessus des modèles de phrases que vous pouvez utiliser, mais utilisez-le aussi comme opportunité d'écriture pour vos élèves qui peuvent écrire des phrases comme ça. On va faire une petite activité ensemble rapidement pour comprendre à quel point c'est difficile de comprendre un texte lorsqu'il n'y a pas de ponctuation. Pour aider nos élèves, là, que des fois, quand tu me donnes une production écrite puis que madame, il faut qu'elle corrige ou monsieur, là, des fois, c'est difficile de comprendre ce que tu me dis s'il n'y a pas de ponctuation. Je ne sais pas c'est où ton idée commence ou ton idée arrête. Alors, on va lire ensemble ce petit texte-là. OK? Et c'est mon ami ChatGTP qui m'a aidé à faire ça. Vous pouvez demander à ChatGTP de vous créer des petites choses comme ça, là. Hein? Pas besoin de tout pondre de notre tête. Alors, j'ai demandé pour 2e année à peu près, là. Alors, il y a un jardin magique dans un village. Les fleurs dansent avec le vent et les papillons volent autour d'elles. Émilie, une petite fille, découvre ce jardin. Elle trouve que les roses sentent bon. Émilie voit une abeille qui travaille dur pour récolter du nectar. Soudain, il pleut un peu et les gouttes d'eau rebondissent sur les fleurs. Émilie rit sous la pluie et décide de danser avec les fleurs. Après, Émilie s'assoit sur un banc. Elle regarde les nuages et dit « Quelle journée géniale! » Elle est contente d'avoir découvert ce jardin magique. Okay, là, j'avoue, là, c'est un petit peu plus avancé. Là, je ne mettrais pas nécessairement pour mes élèves, là, je commencerais à faire cette activité-là avec, par exemple, maternelle ou première année, peut-être des virgules ou quoi que ce soit. Mais vous allez voir, là, maintenant, j'ai pris le même texte, et cette fois-ci, je l'ai enlevé la ponctuation et les majuscules. Donc, ce que je vous demande, peut-être si on regarde le premier paragraphe, où est-ce que... Là, j'ai gardé les virgules parce que ce n'est pas un objectif que je voulais travailler. Je veux juste travailler la virgule, pas la virgule, la majuscule et la fin de la phrase. Donc, on peut utiliser le point, parce que là, je ferais un remue-ménage avec mes élèves. Quel type de ponctuation qu'on a vu? On a vu le point. On a-tu vu d'autres choses? Est-ce qu'il y avait un autre type de point qu'on a vu? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Point d'exclamation. OK, donc, on va chercher. Et là, je pourrais dessiner au tableau à quoi ça ressemble, un point d'exclamation, puis expliquer pourquoi. Ah, c'est quoi un point d'exclamation? Qu'est-ce que ça représente encore? Vous voyez, là, parce qu'on parlait dans le programme d'études, connaissances, c'est lié avec mes émotions. Donc, si on regarde le premier, puis là, on sait, quand on commence une phrase, est-ce qu'on utilise une lettre majuscule ou une lettre minuscule? Majuscule. Fait que, ouais, une grande lettre, une lettre majuscule. Donc, on va regarder ensemble. Si je regarde ici, je vais lire ça. Là, je vais essayer de le lire, là, mais pas, là, il n'y a pas de point, il n'y a pas rien. Fait que je vais prendre une bonne respiration.
Il y a un jardin magique dans un village, les fleurs dansent avec le vent et les papillons volent autour d'elle. Émilie, une petite fille, découvre ce jardin. Elle trouve que les roses sentent bon. Est-ce que vous avez compris? Où est-ce qu'on devrait arrêter? Est-ce que quelqu'un peut me dire où est-ce que, si on regarde au début, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour me dire que c'est le début d'une phrase? Une majuscule. Ah, OK. Là, si j'avais un crayon, là, j'écrirais une majuscule. OK, là, on va lire la phrase. Il y a un jardin magique dans un village, les fleurs dansent avec le vent et les papillons volent autour d'elle. Émilie, qu'est-ce que je pourrais faire là? Est-ce qu'il y a deux idées? Et donc, oui, donc on pourrait mettre un point là. Vous voyez, là, je vous ai mis un texte un petit. Là, peut-être que je ferais quelque chose de plus simple là, parce que je sais que vous êtes à un niveau plus élevé là, que vos élèves. Là. Et vous voyez comment on peut faire ça? Puis on le ferait en équipe de 2 ou 3. Donc, on donnerait à chaque équipe une feuille avec ça, sans avoir le document original. Et ils doivent identifier le début, la fin de chaque phrase avec une majuscule. Et après, on compare. Puis là, quand on parlait là, comme de régularité, pas de le même principe que ma dictée zéro faute, je veux engager mes habiletés métalinguistiques. Je veux que mon élève me dise pourquoi il a mis son point là. Pourquoi il a mis sa majuscule là. Parce que s'il me le dit, ça veut dire que là, il est en train de penser pourquoi il l'utilise. Vous voyez, donc c'est ce genre d'activité comme ça qu'on peut faire. Puis après, quand je corrige le texte de mon élève, puis j'ai dit, tu as oublié ta majuscule, là, ça prend ça fait tout son sens. Parce que là, je comprends plus pourquoi que je l'ai mis là. Et ce n'est pas juste une règle que madame me demande de faire. Pourquoi j'ai mis ça? OK. Et je voulais juste vous faire le lien entre la production de texte et la ponctuation au niveau là, de la correction. Là. Quand on fait de la correction, c'est là que je mettrais plus et la rédaction, évidemment, mais pour aider là, mes élèves avec la ponctuation. Parce que quand on commence à écrire un texte, là, des fois, c'est mieux de les laisser lousses un peu, là, parce que si on fait la génération d'idées, puis j'essaie de faire ça d'une façon structurée en plus, des fois, c'est trop. OK, il faut morceler la tâche. Fait que peut-être que... Oui, Annie? Il y a certaines compositions que mes élèves font, je leur demande d'écrire au stylo pour pas qu'ils aient à effacer, pour qu'ils écrivent leurs idées, go, 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 puis après ça, on va retourner. Parce que justement, sinon, ils perdent leur idée. Ben, en fait, je commence toujours par un dessin avec du détail, puis ils ont écrit tout oralement, là. Mais je leur demande d'écrire au stylo justement pour pas qu'ils se concentrent sur OK, c'est comment que je l'écris ou quoi que ce soit, puis sinon, ils perdent leurs idées. Oui. Donc, quand on parlait de micro-tâches, ben, c'est ça. L'écriture devrait être la même chose avec la lecture. On focalise sur une petite tâche à la fois. Et c'est un processus. Donc, ça veut dire que si je fais pour la production de texte, peut-être que je vais avoir commencé par un texte à lecture. Ça va peut-être me prendre 2 ou 3 semaines pour finir ma production de texte. Je n'en fais pas nécessairement un à chaque semaine. Là, je ne parle pas d'écriture de phrases pour travailler un concept particulier, mais si je veux faire un texte, je veux le travailler, puis je veux le modéliser avec eux autres, puis on va le reprendre, puis peut-être que mon élève en 3e année, peut-être que mes pairs peuvent vérifier ce que mon travail a fait aussi, travailler ensemble. Tu sais, il n'y a pas juste l'enseignant qui est là, là. Il y a d'autres mondes aussi. Là. Les élèves peuvent s'entraider entre eux autres. Donc ici, comme je disais, c'est au niveau de la ponctuation, là, parce qu'ici, quand on parle d'apporter en 3e année, c'est beaucoup plus clair, apporter des corrections au texte en faisant appel à ses connaissances de l'orthographe et de la grammaire. Et donc, quelles sont mes régularités orthographiques que je devrais connaître? Toutes mes correspondances graphèmes-phonèmes en 3e année, on le sait qu'ils devraient les savoir. Et quels sont les concepts grammaticaux que mes élèves, à ce niveau-là, devraient savoir? Et donc, au niveau de la correction, là, j'évalue dans ma grille, ma rubrique, j'évalue ça. Je vous ai mis aussi pour les verbes un petit... pour travailler là, les verbes, là, pour jouer avec ça un peu, qui est déjà fait. Ça vient de Alphagraph. Ils ont beaucoup de choses pour jouer avec ça. Il faut mettre les verbes en contexte. On en a parlé plus tôt.
Dans la dernière session, c'est à l'oral. Si je veux savoir c'est quoi la différence parce que ça fait partie de mes connaissances, c'est quoi un verbe au présent, au passé ou au futur. La différence entre entre le présent et l'imparfait, c'est le son final. Et j'aime, j'aimais. Tout ce qui change, c'est mon son final. Mais si mon élève ne l'entend pas, j'aurais beau faire la petite chanson, j'aimais, s'il ne l'entend pas, il ne sera pas capable de l'écrire. Il ne sera pas capable, faut qu'il sache aussi, puis qu'il faut qu'il l'entende en contexte. Parce que comme dans le petit vidéo, on a vu, la dame a parlé là, de comment que la majorité de nos élèves vont apprendre de façon implicite. Eux autres, ils vont les voir, ils vont les entendre, puis ils vont s'en rappeler. Mais nos élèves qui ont plus de difficultés, eux autres, il faut qu'ils les apprennent. Et nos élèves pour qui peut-être le français n'est pas leur langue maternelle, il faut faire un effort un petit peu plus soutenu avec eux. Alors ici, on va voir le verbe aussi quand on regarde s'exercer à conjuguer les verbes avoir et être au présent en deuxième année. Okay? Il n'y a rien en première année, il n'y a rien en maternelle. Ça ne veut pas dire que mon élève, il n'écrira pas « j'aime » parce qu'en première année, souvent, ça va faire partie de nos mots fréquents, nos mots usuels « j'aime »,« je vois ». Okay? Mais rendu en deuxième année, je devrais être capable de comprendre puis de le faire. Rendu en troisième année, là, on va vraiment plus s'exercer à conjuguer des verbes réguliers au présent. Utiliser la conjugaison des verbes irréguliers avoir et être au présent. Et s'exercer à conjuguer les verbes irréguliers dire et aller au présent. OK, là, je ne vais pas prendre, là, est-ce que je peux leur montrer? Oui, quand ils écrivent, s'ils utilisent le mot prendre, mais je ne m'attends pas à ce qu'ils soient capables de le faire de façon autonome. OK? Donc, ce que j'aime, c'est que c'est beaucoup plus spécifique dans ce programme d'études-là quel verbe qu'on doit enseigner. Encore là, les petits livres que je ne vois plus pour comparer le présent et l'imparfait. Bien, donc, quand on parlait de l'oral, donc on peut après, peut-être ça peut devenir un livre modèle, puis l'utiliser pour que nos élèves puissent écrire. Avec le futur quand je serai grand. Hey, tous nos petits, là, ils aiment ça. Qu'est-ce que je veux être quand je serai grand? On n'est pas obligé de faire un livre, on n'est pas obligé de. On peut faire une année. Moi, j'avais fait des diapositives avec chaque élève écrivait qu'est-ce qu'il voulait, puis tu peux trouver des images pour, moi je vais être un docteur, je vais être un astronaute, puis eux autres ils écrivent un petit texte, puis ils peuvent travailler leur clavier, puis l'écrire dessus, puis chacun a sa petite diapositive, puis utiliser le verbe au futur. Okay? Donc, je vous ai mis aussi des liens avec des différentes activités qui sont gratuites, okay? Que vous pouvez regarder. Et on vous a mis plein de choses toutes ensemble qui sont des liens encore. Je sais que j'ai mis immersion aussi, mais ça peut être intéressant pour des activités qu'on a fait avec tous des plans d'unité qui mettent ensemble la lecture, l'oral, l'écriture qui vont par rapport pour chaque année. On en a. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens. C'est tout sur ARPDC. Et je vous ai mis aussi, c'est parce que si vous ne l'avez pas reçu, j'ai reçu dernièrement une vidéo sur enseigner et évaluer la lecture avec les livres des codes, si vous les avez dans vos écoles. Donc, il y a une petite vidéo d'1 heure, si ça vous intéresse. Oups, je n'ai pas besoin de... Et finalement, ça, c'est Pascal, la personne dont je vous parlais, qui va venir à Calgary. Mais il va y avoir des satellites partout dans la province, à tous ces endroits-là. Et si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer sur l'endroit où vous êtes. Donc, on a essayé de couvrir toute la province. Je vais être avec lui à Calgary. Et comme j'ai dit, je vais faire le lien avec le curriculum, mais j'ai eu la chance d'être la modératrice pour sa session qu'il a faite pour la journée des Educade. Là, et il est vraiment bon. Fait que je vous encourage. Puis 120 $ pour 2 jours, pas compris. Je pense que c'est un bon deal.
pour la qualité là, de ce que vous allez recevoir. Et à chaque endroit, il va y avoir quelqu'un qui va être là pour faciliter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des questions et commentaires? Ah oui, Marco. Allô, puisqu'on n'a pas cliqué sur le lien pour dicter zéro faute, Oh, OK. Oui, tu veux. ça m'intéresse énormément, mais je me demande, comme la méthode est très intéressante, mais est-ce qu'il y a des ressources pour les enseignants? Oui? Oui, ben c'est ça, le lien que je vous ai mis. Attends une minute, je vais faire ça, ça va être plus simple. Le lien que je vous ai mis, il est où? Dicter zéro faute. C'est un lien qui vient de l'Institut de et comment et pourquoi implanter. Ça vous donne toute une description de c'est quoi. OK. Donc, ça peut être une partie. Tu as des grilles d'évaluation, il y a plein de choses. Découvrir les avantages et tout ça. Et donc, ça, c'est un bon début. Mais il n'y a pas de, comme je sais que ça comporte comme une phrase du jour et puis ainsi de suite, mais ça doit venir de l'enseignante en ce moment? Oui. Oui, Oui, d'accord. oui. Mais il y a, je crois, ben, je ne sais pas, Marie-Lou, peut-être que tu connais plus que moi, là, mais il y a, Ouais, il y a un programme. je crois que c'est Nathalie Chapelot. Mhm. Mais là, Ouais, Margot, je grave. vais envoyer un lien. Il y a un lien où il y a l'enseignant qui parle, ensuite l'élève, il y a c'est de la modélisation. Alors, oui, c'est bien, c'est très bien fait. Et je peux envoyer ce lien aussi pour aller plus en Excellent. profondeur. Merci beaucoup. Parfait. Alors, je vais terminer l'enregistrement. Puis je vais vous mettre mon courriel si jamais vous avez voulez entrer en contact avec moi, si vous avez des questions.